Permettez-moi de remercier la l'UNESCO et tout particulièrement à Rodrigo Guardo, qui est à mes côtés, qui est le chef de la délégation chilienne auprès de l'UNESCO, et aussi à John Jairo Campo, qui est dans la salle, et à toute l'équipe de la délégation chilienne qui nous permet d'être aujourd'hui ici. Et bien évidemment à tous les participants et les musiciens de l'ensemble d'Action. Je voudrais donner la parole a Rodrigo pour nous dire quelques paroles. Hemos querido colaborar desde el principio con Apercio, desde que supimos de este proyecto, de los distintos proyectos que han realizado con la comunidad en Chile, especialmente con los chicos de la Pintana,
de La Pintana, de donde viene Diego. Y los tuvimos aquí, no sé si se acuerdan, porque llevamos tiempo acá, hace 2 años, en la Asamblea de Partes de la Convención de Patrimonio Mundial, tocando unas piezas a la salida del término de la reunión del Patrimonio Mundial. Fue una experiencia maravillosa para todos. Recuerdo que interpretamos Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Fue muy emocionante escuchar también entonces tenerlos por segunda vez acá en la UNESCO y seguir colaborando con este proyecto y en el marco de la UNESCO, creo que es muy importante, no solamente para ustedes, sino que también para nosotros como delegación de Chile. No quiero extenderme más, pero solamente agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de ser parte de este proyecto y de traer a la UNESCO estas iniciativas que permiten darnos cuenta de la importancia que tiene el diálogo cultural, la cooperación entre los países en torno a la cultura, para construir las bases de una sociedad que se proyecte desde la cultura hacia una sociedad de paz. Creo que ese es el mensaje que queremos dejar esta semana en América Latina, que como a través de la demostración de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestra diversidad, de nuestros trajes típicos, de nuestro arte, estamos, no es solamente una idea, estamos acá en UNESCO construyendo los pilares para lo que debe ser una sociedad inclusiva, una sociedad en la que todos sintamos que podemos conversar y dialogar de igual a igual. Así que muchas gracias nuevamente y espero que tengan una muy buena presentación y entiendo que después nos vamos a volver a escuchar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Je voudrais donner maintenant la parole à M. Pascal Valois. Pascal Valois est chef d'orchestre et il collabore avec notre association depuis 2024. Il s'est rendu au Chili à plusieurs reprises où il a travaillé et dirigé l'orchestre des jeunes de la Pintana. Tout d'abord, je tiens à souligner mon admiration pour Apercio, l'association, pour tout ce qu'elle fait bénévolement. Diego, Fernanda, tout ce que vous faites est admirable et fait partie comment dirais-je, du chemin que vous m'avez montré. Alors, c'est par hasard, en 2023, je reçois un appel de Diego Pérez pour chercher une salle pour répéter pour la Pintana. J'ai la chance, effectivement, d'avoir un conservatoire qui est au Val, qui est tout neuf, et qui a beaucoup de projets. Et donc, j'avais la chance aussi d'avoir une salle libre, la grande salle d'orchestre. Voilà. Et donc, j'ai reçu l'orchestre de la Pintana, l'ensemble de la Pintana. Et je suis allé écouter, et je suis encore sous l'effet de la surprise par la qualité de ce que j'ai entendu. Qualité, alors je suis musicien d'orchestre, instrumentiste avant, j'ai entendu de toute façon le voix qui donnait le la, avec une autorité, une justesse, tout le monde s'accordait, avec une précision que j'ai connue d'ailleurs de Pierre Lopez, qui était connu pour être extrêmement exigeant. Et je dois dire, cette qualité, ce professionnalisme m'a tout de suite impressionné. Ensuite, j'ai vu que c'était des jeunes. On m'a appris, je découvre au Conservatoire à Paris à l'hiver 2023, qui sont une banlieue pauvre du Chili, la Pintana, et donc ils ont besoin d'avoir de l'aide. Et naturellement, je ne pouvais pas faire autrement que de les aider, notamment aussi parce qu'il y avait cette qualité. Donc pour moi, c'était très facile de communiquer que c'était un bon ensemble quand je l'ai vraiment observé. Donc je suis allé sur place, merci encore à toute l'organisation, parce que c'est un combat pour avoir les moyens financiers. Le voyage est cher, et l'ensemble de la résidence est compliqué. Donc j'étais vraiment, par ma qualité de directeur et de créateur de pièces, investi. Tout de suite, avec Apercio, avec Diego, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait de la création. D'ailleurs, c'est le thème de notre colloque aujourd'hui, création et patrimoine. Habituellement, on oppose création et patrimoine, alors que justement, la création, c'est faire du patrimoine.
Et nous avons été vers les instruments traditionnels précolombiens. Ça a été vraiment un moment important de notre observation pour faire des créations. Et tout de suite, j'ai appelé mon ami Philippe Garçon, avec qui on a collaboré depuis plusieurs décennies, de 4 ou 5 décennies, qui est une personnalité, un compositeur absolument extraordinaire, généreux. Voilà, je suis désolé parce que tu es quelqu'un de très humble, mon cher Philippe, mais et tout de suite, Philippe a accepté gracieusement de composer cette pièce pour cet ensemble autour de la flûte précolombienne. Donc ça a été un travail d'équipe. Quand je suis allé plusieurs fois diriger la Putana avec Fernando, je tiens aussi Saavedra, qui dirige cet orchestre avec son investissement total, je n'avais qu'une idée, c'était de les aider. Donc voilà comment les choses se passent. J'y retourne cet été, au mois d'août, diriger et travailler ensemble avec la Putana et puis Fernando. Et on va continuer à travailler et à continuer à faire cette œuvre. Je dois dire tout simplement que la création s'est toujours inspirée du patrimoine. Et notamment pour les compositeurs, Vincent pourra me dire, effectivement, il y a eu bien sûr l'Afrique, effectivement l'Asie, et je pense très très important d'avoir l'Amérique du Sud. Donc j'ai constaté, je vais diriger l'orchestre de Conception, l'université de Conception. On a fait un colloque de compositeurs à l'université La Católica de Santiago du Chili, avec le compositeur Pablo Aranda. Et là, j'ai une très grande curiosité, une très grande ouverture. Et cette année, en août, avant de travailler avec Apercio, je vais avoir la chance de diriger l'Orchestre national du Chili dans un programme qui ira le Luciano Berio à Debussy-la-Mer. Donc c'est pour dire que cet échange entre la France, le Chili, il y a également là, pour le projet avec l'ambassade d'Italie au Chili, un vrai grand projet. Le concours de composition qu'on fait, je dois encore dire, c'est bénévolement les compositeurs, dont Philippe Bersan se joignent à moi, les compositeurs qui viennent de Salzbourg, comme Johannes Maria Staud cette année, Mozart de Salzbourg, des compositeurs de Venise, comme Paolo Cavallone, et des musiciens, compositeurs, bien sûr, Pablo Aranda de la Católica. Donc voilà, on a un concours de composition, on met en valeur les jeunes compositeurs et compositrices du Chili, on les joue et on les performe dans des répertoires traditionnels très connus, comme on a fait Stravinsky, Prokofiev, etc. Il y a beaucoup d'ambition, et vous venez de l'entendre avec les musiciens que vous avez parmi nous, que c'est magnifique et on peut donner tout ce qu'on peut et on est vraiment remercié par la qualité du travail. Merci Pascal. Je voudrais maintenant, pour éclairer un peu le travail d'Apercio, donner la parole à notre président Guillermo Pérez. La maire de la Putana, Claudia Pizarro, nous a appelé il y a quelques années, en 2022, pour nous parler d'une idée, d'un projet de faire venir de jeunes musiciens de la Putana à Paris. À ce moment-là, ils avaient besoin d'un lieu d'accueil ici, une structure qui accueille les musiciens chiliens. Et donc nous avons créé à ce moment-là Apercio. Nous sommes entourés d'une équipe de plusieurs membres ici de la salle, des professionnels. Et nous avons donc créé cette association de salle et on s'est donné comme objectif de contribuer au rapprochement des jeunes artistes européens et latino-américains pour favoriser l'intégration sociale. À partir de ce moment-là, nous avons évolué dans les temps, dans notre projet, comme vient de le dire Pascal, et peu à peu, on a formalisé ce qu'aujourd'hui nous vous présentons ici, cette idée de faire à la fois de la création musicale
basé sur le patrimoine musical existant, ancien, et le tout au service de l'inclusion sociale. Au stade on a travaillé depuis 2022 avec de nombreux organismes en France et au Chili. En France, l'ambassade du Chili en France nous a beaucoup aidés pendant cette année. J'espère que ça va continuer. L'UNESCO a toujours été présente, surtout à Rodrigue qui est là. Nous avons eu l'appui du ministère des Affaires étrangères chilien. Au Chili, nous avons eu l'appui de l'ambassade de France au Chili, ainsi que d'un certain nombre d'organismes privés et de personnes qui ont permis de nous aider à faire ce que nous avons réalisé jusqu'aujourd'hui. On est en train de travailler avec la Pintana, qui est, certains la connaissent, une commune déshéritée du Chili. Vraiment une commune difficile, mais surtout qui est stigmatisée par la presse quotidienne. Or, nous rencontrons là-bas des jeunes d'une qualité absolument extraordinaire, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est que leur offre une porte de sortie, une possibilité de s'épanouir, de nous montrer ce qu'ils savent faire. Nous avons eu aujourd'hui ici, parmi les musiciens, vous avez entendu Diego Herrera, qui vient de la Pintana. Et ainsi, nous avons plusieurs musiciens qui sont vraiment de qualité, c'est remarquable, comme l'a fait noter tout à l'heure Pascal Gallois. Depuis le début, nous avons mis en place un certain nombre de choses, et en particulier le concours de musique dont parlait Pascal, qui est un concours qui est destiné aux jeunes compositeurs chiliens, dont on leur propose un programme qui consiste à faire une musique basée, ou inspirée en tout cas, sur un instrument ancien. Donc, le premier concours, nous allons entendre tout à l'heure, a été basé sur une flûte précolombienne. Les concours actuels, qui est un cours en ce moment, est basé sur un guitaron chileno qui est un instrument unique au monde. C'est une guitare de 25 cordes dont on va parler tout à l'heure. Les jurys, comme disait Pascal, est un jury international où il y a plusieurs Chiliens aussi qui interviennent. Et nous espérons les prochains jours avoir les résultats du concours qui est en cours. Actuellement, nous avons aussi élargi notre travail non seulement avec la Pintana, qui est une commune de manière particulière, mais avec d'autres communes. Et dans quelques jours, nous allons recevoir en France 9 musiciens, jeunes musiciens, très jeunes musiciens, d'une commune rurale chilienne qui s'appelle Doñigüe, qui est au sud de Santiago. Ils vont venir du 15 juin jusqu'au 28 juin, c'est-à-dire dans quelques jours, et nous allons l'entendre jouer, et nous allons les accompagner à faire des visites, à découvrir un peu Paris. En même temps, par ailleurs, nous avons demandé à un expert international, Raúl Chacón, qui est un expert du laboratoire de recherche et d'innovation en éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes, de nous aider à faire l'évaluation de notre travail. C'est-à-dire, on a lancé une enquête qui est en cours à ce moment au Chili et en France, avec des musiciens qui ont participé à ces différents projets que nous avons mis en place pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif
pour améliorer dans notre travail. Le travail est en cours. D'ici quelques jours, on aura les premières résultats. Et voilà. Pour l'instant, je m'arrête. Je crois que maintenant, place à la musique. Merci. Merci Diego. Alors, nous allons maintenant écouter l'ensemble de la création et qui vont nous faire entendre deux œuvres les plus récentes. C'est l'œuvre de Danilo Buonanite, qui est justement le compositeur qui a gagné le concours de l'année dernière. Il s'agit d'un hommage à Pierre Boulez, et c'est le premier concours et le premier prix de composition musicale de la Quintana et la Perse. Et ils vont aussi nous interpréter une œuvre particulièrement chère à Perse. C'est une œuvre de Gilles Vincent qui s'appelle Sonidos et qui est une création pour la flûte Antara. Et qui a fait sonido pour la flûte et pour un quatuor à cordes, et qui a dédié aux musiciens de l'orchestre des jeunes de la Quintana. La flûte Antara, que vous allez entendre, est un instrument très colombien qui a été présenté à la base du concours de l'année dernière. Voilà, je vous laisse jouer la version, l'interprétation.
Après ce moment musical, je voudrais donner la parole à Philippe Bertrand. Et je voudrais lui demander de nous parler de ce représentation sur le de créer une œuvre pour cette flûte Ankara, cet instrument précolombien que nous avons entendu. Et plus largement, je voudrais vous demander de la manière dont vous approchez la création d'une musique qui s'inspire des sons d'instruments anciens. Pour moi, c'était une expérience très étonnante d'écrire cette pièce parce que, au départ, il n'était pas vraiment prévu que j'écrive pour un instrument précolombien. Je me souviens quand on s'est rencontré avec Pascal, on m'a demandé d'écrire une pièce qui soit en lien avec les musiques traditionnelles chiliennes, mais utiliser un instrument précolombien, alors je n'ai jamais été au Chili, je ne connais pas du tout ces instruments, paraissait un petit peu hors d'atteinte, donc on pensait plutôt que j'écrirais une pièce pour quatuor à cordes, des clarinettes ou flûtes, mais inspirée par des musiques précolombiennes. Alors ça paraissait quand même très difficile, je n'avais pas trop d'idées, mais j'ai accepté quand même, je veux dire, des paris un peu fous comme ça. Et puis Diego m'a envoyé quand même plusieurs documents sonores du musée archéologique de Santiago, et plusieurs instruments, des démonstrations de ce que pouvaient faire les instruments très anciens qu'on trouve dans ce musée. Et je suis tombé en arrêt devant une flûte qui s'appelle Piloio, c'est ça? Piloio, qui est, voilà, qui ressemble à peu près à ça. Alors ça, qui est une... oui, tu en parleras mieux que moi. Oui, en fait, il y a les Piloio et il y a l'Antara. Au début, on avait parlé des Piloio et ensuite on est venu à l'Antara. Ce sont deux flûtes colombiennes dont voici un travail qui a été réalisé récemment par un fabricant chilien. C'est un instrument de musique en pierre, d'une culture, on ne sait pas très bien d'où elle est sortie cette idée de faire ce type de musique, des flûtes, parce qu'elle a plusieurs particularités. Non seulement les flûtes en pierre, mais très très lourdes. On les trouve dans les cultures diéguitas au nord du Chili, dans les cultures Aconcagua dans la région centrale et chez les Mapuche dans le sud du Chili. Donc, tout au long du pays, on a trouvé des traces de cet instrument. Il est nommé Antara par les archéologues, parce qu'il n'avait pas de nom. Et il a une particularité qu'à l'intérieur, les tubes ne sont pas droits. Les tubes sont en deux diamètres différents. Ils sont plus larges en haut et plus étroites vers les bas. Or, tout ceci demande une dextérité particulière, une fabrication qui est particulièrement complexe et difficile. D'ailleurs, je parlais avec les fabricants de celle-ci qui me racontaient qu'ils cassaient beaucoup de pierres avant de réussir à la faire avec des instruments, avec du matériel moderne, avec des machines, etc. Et on suppose, les archéologues chiliens pensent que peut-être c'était un instrument qui était fabriqué par plusieurs générations, de père en fils et un petit-fils, peut-être. Enfin bref, il y a beaucoup de mystères sur la fabrication et il y a aussi des mystères absolus sur l'utilisation. Qu'est-ce que l'on en faisait? Est-ce que ça servait à faire des cérémonies religieuses ou autre chose, ou simplement festive, ou... Bref, des questions. Donc, pour nous, ça a été amusant et intéressant
déposé justement comme défi aux créateurs au Chili pour la pièce qu'on a entendue, la première pièce qu'on a entendue, et leur dire voilà, vous avez créé une musique avec des pièces qui sont très mystérieuses, et puis ensuite demander à Philippe Garçon de faire le même travail, lui, avec son expérience. Alors, moi, je ne savais pas du tout en fait que cet instrument-là existait. Je ne connaissais que l'instrument que j'ai vu en photo seulement d'ailleurs, et que j'ai écouté grâce au lien internet, qui est le pilote qu'on trouve au musée archéologique. Et je me posais des problèmes, oui, on ne peut pas l'accorder, qu'est-ce que ça va donner avec le quatuor à cordes, etc. Puis j'ai compris donc qu'il y avait des répliques, enfin un instrument comme c'est vrai que c'est très lourd. Un instrument quand même très proche de celui que j'avais entendu sur le lien internet. Et en fait, si je suis resté en arrêt en écoutant cet instrument, c'est par le côté mystérieux qu'il y a, c'est-à-dire qu'on peut faire très peu de choses avec ça. On ne peut pas faire de mélodie, par exemple, parce qu'il faut souffler très fort. Donc en fait, comme vous l'avez entendu, ce sont des notes répétées, ce sont comme des appels. Et ça m'a rappelé une émission que j'avais faite pour France Musique, justement, pour rappeler que j'avais travaillé à France Musique, autour d'un texte de Jean-Marie Le Queso, écrivain français qui a écrit sur les musiques amérindiennes, mais plutôt du Mexique, mais pas uniquement, et qui expliquait bien la différence de conception de la musique qu'il peut y avoir là-bas par rapport à la nôtre. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique qui cherche à raconter quoi que ce soit, ce n'est pas une musique qui a un début ou qui a une fin. C'est une musique qui fait partie comme ça, du bruissement de la nature, et voilà, sans début ni fin. Et effectivement, j'avais entendu sur un marché, bon, c'était Roi Raka, un musicien qui s'était mis à jouer très brusquement du violon. Il jouait 3 notes, qui répétait sans arrêt, et puis s'est arrêté tout aussi brusquement. C'est-à-dire que c'est une musique dans laquelle on entre d'un coup et dont on se sépare d'un coup. Il n'y a pas de... Et ces éléments, ça m'avait complètement fasciné, cette façon de faire de la musique, qui est évidemment complètement différente de la nôtre. Et j'ai essayé, mais très modestement dans cette pièce, d'opposer un peu ces deux conceptions de la musique. La nôtre et celle qu'on peut entendre au Chili ou au Mexique. Et donc cet instrument qui répète presque tout le temps la même note, et le quatuor à cordes qui lui aussi joue beaucoup sur les répétitions. Il y a beaucoup de répétitions de notes, mais c'est beaucoup plus dramatique. Il y a un début, il y a une fin, il y a une évolution, enfin, tout ce qui fait notre musique occidentale, et de l'opposer donc à cette musique de Lantara dont on peut imaginer qu'elle a déjà commencé depuis un bon moment avant le début du morceau et qu'elle peut se prolonger encore très longtemps. Et voilà, c'est de façon très modeste, parce que c'est une pièce brève, et puis j'ai aucune connaissance de ces musiques, c'est plutôt lié à une sorte d'intuition des musiques que j'ai pu entendre sur disque, parce que j'ai jamais été au Chili et que je ne suis absolument pas spécialiste du tout des musiques traditionnelles amérindiennes. Mais c'est de toute façon une chose que j'aime beaucoup faire dans ma musique, en fait, qui est de confronter mon langage à un autre langage, très différent géographiquement ou historiquement. Ça, très souvent dans mes pièces, il y a des références à la musique baroque, par exemple, des choses qui sont très éloignées de l'écriture contemporaine. Ça peut être mon côté romain, l'histoire que je faisais à Rome, et c'est vrai qu'à Rome, on trouve à chaque coin de rue des vestiges du passé qui sont là au milieu de la rue. On voit un bout d'arche d'aqueduc qui a 2000 ans et qui est là, qui s'intègre au milieu des HLM. Et j'aime bien dans ma musique, je n'aimerais pas écrire une musique dans un style purement contemporain, j'ai toujours besoin de quelque chose qui se confronte à ce style-là. Je trouve que cette confrontation, elle s'enrichit mutuellement. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de faire là, modestement, avec cette flûte en tara et ce quatuor à cordes. Je voudrais inviter maintenant Fernanda Caballos, musicienne et ethnomusicologue, qui va nous éclairer sur les patrimoines musicaux traditionnels du Chili et qui nous dira peut-être quelques mots sur ces fameux guitarons. Merci. Bonjour.
Oui, d'ailleurs, je voulais remercier la phrase de Pascal quand il a dit que quand on relit création du patrimoine, en fait, on est en train de créer du patrimoine, et qu'effectivement, c'est un lien tout à fait louable et à faire. Moi, j'aime bien une phrase qui dit que quand on protège le patrimoine, c'est le transfert du feu et pas l'observation des cendres. Et donc, on m'a demandé de parler un petit peu du patrimoine musical chilien ici, sachant que j'ai quelques minutes. Et c'est quand même quelque chose de très, très, très vaste. Donc, je vais toucher notamment à trois dimensions. D'abord, je vais commencer par vous parler un petit peu de Violeta Parra, parce qu'elle a été mentionnée ici. Violeta Parra, c'est une femme magnifique, extraordinaire, chilienne, qui a vécu que 50 ans, entre 17 et 67, entre 1917 et 1967. Cette femme était tellement polyvalente qu'elle a marqué plusieurs disciplines. Il y a un avant et un après elle, pas que de la musique, sinon dans plusieurs disciplines. Elle était chanteuse, compositrice, performeuse, peintre, artiste plastique, poétesse et surtout ethnologue. À une époque où on ne parlait pas encore d'ethnologie comme une discipline à étudier ni dans les écoles, enfin, au moins au Chili, ni encore moins dans la campagne. Donc elle, en tant que chanteuse, elle est partie dans les années 50 dans la campagne centrale du Chili pour aller chercher tout un répertoire des chants traditionnels, donc juste en rencontrant des chanteurs. On lui a parlé d'un monsieur, Juan, elle va chez Juan lui raconte, lui chante quelques chansons, il lui parle de la Señora Rosa, qui chantait dans une fête de mariage de 2 ans, elle va la voir, etc. Tout ça, donc elle fait tout un travail pendant des années, dans les années 50, qui va inspirer 5 albums, et qui s'est publié entre 1956 et 1960. 5 albums, dont un qui est complètement dédié à la polka, un autre complètement dédié à la tonale, 2 autres au chant traditionnel et un 5e qui va être une sorte de recueil de tout ça. Une partie de ce répertoire a été aussi publiée plus tard en France, en 1975. Parce qu'elle a vécu un petit peu ici et en Suisse à une période. D'ailleurs, c'est la première femme latino-américaine à exposer au Louvre. Et elle a aussi créé le musée du folklore national qui dépendait de l'Université de Concepción. Violeta Parra, elle a appris à jouer le guitarone. Et avec ça, je peux faire le lien, tu vois, avec cet instrument incroyable. Elle a appris dans les années 50, justement dans cette période d'ethnologie, quand elle partait dans les campagnes. Et qu'est-ce que c'est le guitarone, déjà? Bon, le guitarone, déjà, quand on dit en espagnol guitarone, O-N, cette terminaison-là, ça nous fait penser, c'est une sorte de superlatif qui nous fait penser que c'est une grosse guitare. C'est comme si disait une grosse guitare. Mais elle n'est pas forcément plus grande. Il n'y a pas de normes, en tout cas dans les photos et dans les archives qu'on retrouve, les plus anciennes, on dirait qu'il était plus grand avant. Maintenant, ils sont plus petits, les guitares en taille. Mais la particularité de cet instrument, déjà c'est un cordophone, c'est le cordophone chilien, et il a 25 cordes. 25 cordes qui sont plus asymétriques. Ça c'est une particularité, il y a très peu de cordophones qui ont cette particularité-là. Parce que si on va du haut vers le bas de la manche, on retrouve 5, 4 et 3 cordes. Si vous avez fait l'addition, ça fait que 21. Et je vous ai dit qu'il y avait 25. Parce que dans la manche, en fait, on a 21 notamment et 4 diablitos. Les diablitos, ce sont 4 cordes qui viennent du corps de l'instrument. D'ailleurs, je crois que vous avez tous une image dans vos documents. Oui. Au verset, je crois que c'est à la fin. Vous avez une image d'un guitaron. Donc, le guitaron, il aurait 211 ans à peu près. Il est le petit-fils de l'archiduc européen ou de la vihuela espagnole. On ne connaît pas très bien l'origine. Et le guitaron, pourquoi Violeta Parra a appris à jouer cet instrument à un moment donné quand elle partait dans la campagne? C'est parce que le guitaron, il est présent notamment dans un chant
très particulier qui existe dans la campagne chilienne, et là je passe à mon deuxième point, du coup, c'est un chant qui s'appelle le chant à la façon du poète. El canto al poète. Donc le chant à la façon du poète, c'est parce qu'en fait ce sont des poètes qui vont essayer de chanter pendant des heures et des heures des chants ou des chansons. Peut-être que ça se discute, mais bon, des chants autour des 10 ans. Quand vous voyez tout ce qui est un 10 ans, c'est un poème de 10 vers octosyllabes qui vont avoir des rimes consonantes. Il y a des techniques, on dit que ça donne ça. Quand on fait un 10 ans, on a A, B, B, A, C, C, D, D, C. Donc on a 4 rimes différentes qui vont rimer. C'est-à-dire que le verset 1, il va avoir le même rythme que le 4, le 5, et ainsi de suite. Donc dans le chant à la façon du poète, il y en a 2 courants, on va dire. Il y a le chant au divin et le chant à l'humain. Donc les poètes, ils peuvent chanter dans des situations religieuses, on va dire, et dans des situations mondaines. C'est ça, en gros. Donc le chant au divin, c'est un chant de ces dizaines-là qui doit être mémorisé par un rond des poètes ou chanteurs qui doivent mémoriser quelques vers de la décimale qui vient d'être chantée pour commencer l'autre et ainsi de suite. Dans des conditions du coup du chant divin, ça peut être des enterrements, ça peut être des baptêmes, ça peut être des cérémonies religieuses de toutes sortes, ça peut être une messe traditionnelle, etc. Quand on parle d'une veillée, le chant divin, il dure vraiment toute la nuit. Toute la nuit. On a peut-être 2 ou 3 poètes qui vont chanter toute la nuit. Là, on dit une vela, une veillée, parce que c'est aux lumières des bougies. Et de l'autre côté, on a du coup le chant à l'humain. Donc le chant à l'humain, ça va être un peu la même expression musicale, mais dans des conditions qui ne sont pas religieuses. Donc tout le reste, que ce ne soit pas ni enterrement, ni mariage, ni baptême, ni messe, etc. Donc toutes les fêtes populaires, les cérémonies familiales, etc., cérémonies civiles, tout simplement des réunions dans la campagne. C'est le même principe, sauf que là, c'est une improvisation qui ne doit pas mémoriser ce que le chanteur vient de faire juste avant. Chaque poète, il peut improviser ses divers librement. Et tout le chant à la façon du poète, il est accompagné exclusivement par le guitaron. Maintenant, il y a des guitares aussi qui s'adaptent à ça, qui sont transposées en mix et qui ont un accordage différent. Mais l'instrument par excellence qui va accompagner tous ces chants-là, c'est le guitaron. Et maintenant, le guitaron, il peut aussi accompagner des cuecas, des tonadas, etc. Il a été extrapolé à d'autres dimensions. Et depuis les années 2004, si je ne dis pas de bêtises, il s'apprend même dans l'université où il y a les professeurs de musique qui vont faire ses études, en fait, l'Université métropolitaine de sciences de l'éducation, pour les formations de professeurs de musique. Il y a un guitaronero qui donne ce cours-là. Donc c'est quand même un instrument qui commence à se connaître davantage, qui commence à se jouer dans d'autres contextes qui ne sont pas le chant à la façon du poète, et qui commence aussi à se refabriquer. Et il y a quand même une nouvelle lutherie autour de cet instrument naissante. Et ce lien entre la poésie et la musique au Chili, c'est quand même une particularité vraiment qu'on retrouve dans tout notre patrimoine musical. Et là, je vais vous parler du coup de pour moi, le patrimoine le plus important que nous avons au Chili en termes de musique, la cueca. Donc la cueca, c'est aussi un poème. C'est aussi un poème chanté. Et donc là, on peut parler qu'effectivement, dans la musique traditionnelle chilienne, il y a forcément un lien entre la poésie et la musique. La cueca est un rythme, d'abord, avant tout, c'est un rythme. Et ce rythme, il passe du 6-8 au 3/4, ce qu'on appelle une hétérométrie. Quelque chose de très particulier dans quelques rythmes sud-américains, pas que dans la cueca, on le retrouve au chrono, on le retrouve ailleurs aussi. Et ce rythme, si on le chante n'importe comment, si on met n'importe quelle parole là-dedans, ça va être une tonada, c'est pas une cueca. Pour que ça soit une cueca, il faut que ça soit
un poème qui a été écrit sous forme de poème. Le poème, il a 3 parties, donc il a une copla, una seguidilla et un remate. C'est un poème de 14 vers. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais du coup, c'est d'abord un rythme, ensuite c'est un poème. Ensuite, c'est aussi un chant. Pourquoi? Parce que le poème écrit n'est pas du tout pareil que le poème chanté. Quand on chante une cueca, on va faire des altérations de ces poèmes. Il y a 3 formes d'altération qu'on peut créer. D'abord, c'est la division. On va diviser 8 vers en 2. Après, on va répéter quelques vers. Il y en a des vers qui se répètent, pas tous, pas n'importe lesquels. Tout est bien codifié, bien structuré. Et après, on va aussi ajouter des mots qu'on appelle muletillas. Donc, ce sont des mots qui peuvent avoir entre 3 et 12 syllabes qu'on va mettre un peu partout, au début d'un vers ou à la fin, ou des fois entre 2 vers. Si la 12 syllabes, il fait presque office de vers, c'est vraiment long. Et tout ça pourquoi? Parce qu'une polka écrite peut être chantée dans n'importe quelle mélodie. On peut prendre n'importe quel poème et on peut le chanter avec n'importe quelle mélodie. Et ça, c'est magnifique, parce que ça nous donne toute une richesse et un tas de combinaisons possibles, très 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 riches. Et donc tout ça, c'est parce que si on choisit une mélodie, il faut qu'on accorde notre texte à cette mélodie-là, et des fois il nous manque des mots, et du coup il faut ajouter et inventer des petits mots qu'on va ajouter pour caler le texte à la mélodie. Donc la polka, comme je vous disais, est un rythme, est aussi un poème, est un chant, et elle est aussi une danse. La danse, elle est aussi en fonction du chant. Le lien entre la danse et le chant est vraiment indissociable, parce que chaque partie chantée se danse différemment. D'ailleurs, on ne danse pas pendant qu'on ne chante pas. Et aussi, avec ça je vais finir, parce que je pense que je suis à peu près dans le temps, la polka n'est pas qu'une expression artistique, et c'est ce que j'ai voulu défendre hier quand je présentais quelque chose de beaucoup plus vaste à propos de la polka. Et la polka n'est pas qu'une expression artistique, elle est aussi une pratique culturelle, parce qu'il y a des pratiques culturelles associées à la pratique de cette musique ou de ce rythme, etc., comme le repas qui va avec, les boissons, les animations, il y a des codes, on dit qu'une polka on ne fait pas une seule, il faut en faire 3, etc. Il y a plein de codes qui vont autour de la reproduction de cette musique, qui font qu'aujourd'hui on parle d'elle comme une pratique culturelle. Donc pour finir, le patrimoine musical est beaucoup plus vaste que ce que je viens de présenter, bien sûr. Il touche l'immatériel comme le matériel du coup on a par exemple les instruments comme la flûte, le guitaron, etc. De l'immatériel on a le savoir-faire et aussi toute l'oralité, la tradition de tous ces chants et de toute cette richesse musicale. Et on doit le défendre, le protéger et le reproduire. Merci. Actuellement, soumis à l'examen des organes d'évaluation du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Donc nous espérons qu'il va être inscrit l'année prochaine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et après la cueca. Merci beaucoup. Diego, tu peux aussi conclure peut-être cet après-midi avant d'écouter l'ensemble aperçu. Je voudrais simplement vous remercier tous pour votre présence et je pense qu'il est temps d'écouter le polka par l'ensemble aperçu. Et moi, je voudrais juste remercier ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, remercier et féliciter l'ensemble aperçu pour l'exécution de la polka. Merci. Thank you.